il est immobile à la surface du trou noir. Bon, ils n'ont pas intérêt à y aller, évidemment. Alors, pourtant, les trous noirs ne sont pas noirs, puisque je vous ai dit qu'on les observait, ils peuvent même être très très lumineux. Alors, comment est-ce possible? Je vous ai déjà annoncé un peu la couleur au début, c'est que ça dépend de ce qui les entoure. Et s'ils ont de la matière, ou même de l'énergie qui les entoure, eh bien, ils l'avalent, ils l'attirent, et cette matière qui va s'engouffrer dans le trou noir, à la fin, elle atteint une vitesse très très grande quand elle s'approche du trou noir. Grosso modo, elle s'approche de la vitesse de libération, elle aussi, et donc elle a une vitesse qui est de l'ordre de la vitesse de quelques fractions de la vitesse de la lumière. Donc juste avant d'être engloutie pour toujours dans le trou noir, elle rencontre la matière qui est déjà presque engloutie, et cette matière qui se choque sur elle-même va se mettre à rayonner intensément, exactement comme une météorite qui rentre dans l'atmosphère terrestre et qui rayonne, qui disparaît d'ailleurs parce qu'elle est volatilisée en général, mais que vous voyez comme une étoile filante. Seulement la différence avec une météorite, c'est qu'ici il s'agit d'un objet qui va rentrer avec une vitesse de 100 000, 200 000 km par seconde. Donc vous pouvez imaginer que le rayonnement est absolument gigantesque, et effectivement vous allez voir tout à l'heure comment ça apparaît sous forme de rayonnement justement et dans quel domaine de longueur d'onde. Alors, la matière qui va rentrer dans le trou noir, en général, elle ne tombe pas directement sur le trou noir parce qu'il faudrait un hasard très grand pour qu'elle soit juste dirigée vers le trou noir. Elle se met à spiraler autour du trou noir, elle est freinée par le gaz qui est déjà là, il se forme ce qu'on appelle un disque d'accrétion, et c'est ce disque d'accrétion qu'on voit rayonner fortement et qui est justement lumineux. Et vous voyez le trou noir au centre. Alors, le disque rayonne très 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 énormément, la transformation, on a ici affaire à une transformation de matière en énergie qui est la plus efficace qui existe dans l'univers, beaucoup plus efficace que les réactions nucléaires, puisque les réactions nucléaires ne sont capables que de transformer à peu près moins d'1% de la matière en énergie, tandis que là, on transforme jusqu'à 40% de la matière qui va s'engouffrer dans le trou noir en rayonnement, en lumière. Donc c'est quelque chose de terriblement efficace, ce qui va expliquer pourquoi les trous noirs sont souvent terriblement lumineux. Alors ici, c'est ce qu'on verrait et ce qu'on va sans doute voir dans quelques années lorsqu'on va observer le centre de notre galaxie. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Parce qu'un disque d'accrétion autour d'un trou noir, on ne le voit pas sous forme d'un disque comme je vous ai représenté tout à l'heure, mais on voit les parties arrière du disque qui font le tour, qui passent au-dessus. Vous voyez, ça vient, c'est de la lumière qui vient de l'arrière du trou noir, et ici en plus on voit aussi un effet qui est dû au fait que le disque tourne et qu'il y a une partie qui se rapproche de nous, une partie qui s'éloigne de nous, et que la partie qui se rapproche de nous est intensifiée par le mouvement, ce qu'on appelle l'aberration relativiste, dans laquelle je ne veux pas rentrer naturellement. Et cette image, c'est une image qui a été faite, c'était la première simulation numérique qui a été faite d'un disque d'accrétion autour d'un trou noir par un collègue et ami qu'on a fait à l'Observatoire de Meudon, et qui est hélas décédé depuis, bien qu'il soit très jeune. Il a été très jeune à cette époque-là. Maintenant, ces simulations, il y en a d'ailleurs des dizaines et des centaines, mais c'était la première qu'il a faite. Il y avait Jean-Pierre Luminet qui en avait fait une avant aussi, d'ailleurs, mais c'était une simulation. Là, c'est un trou noir en rotation, et ce que Jean-Pierre avait fait, c'était un trou noir statique. Alors, maintenant, je passe à la deuxième partie. Excusez-moi, je regarde. Il existe donc deux sortes de trous noirs. Il existe ce qu'on appelle les trous noirs stellaires qui ont quelquefois la masse du Soleil. Et puis des trous noirs qu'on appelle supermassifs qui ont des millions à des milliards de fois la masse du Soleil. Alors je vais vous décrire ces deux sortes de trous noirs, mais je ne vais pas vous parler de ce qu'on appelle les trous noirs intermédiaires,
parce que, bon, il en existe certainement, mais pour le moment, on a réussi à en découvrir 2, en tout et pour tout, donc, et on n'est pas tout à fait sûr que ce soit des trous noirs intermédiaires, donc, disons, ces trous noirs auraient des masses de l'ordre de 10 000 fois la masse du Soleil, mais on n'est encore pas tout à fait sûr qu'ils existent. Bien. Alors, passons maintenant à la deuxième partie. Comment peut-on observer les trous noirs? Et je commence par les trous noirs stellaires. Alors, je dois vous rappeler, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ignorent, mais je suppose que beaucoup d'entre vous le savez, c'est que les étoiles, elles évoluent au cours de leur vie. Par exemple, le Soleil va devenir, à la fin de sa vie, donc dans 5 milliards d'années, il va grossir, devenir ce qu'on appelle une géante rouge, et cette géante rouge, elle va peu à peu, elle va envoyer ses couches extérieures dans l'espace, pendant que le cœur va se contracter, et va se contracter tellement, mais c'est un processus lent qui prend quelques dizaines de milliers d'années, ça va devenir ce qu'on appelle une naine blanche. La naine blanche, c'est un objet qui rayonne peu dans le domaine ultraviolet et dont la densité, quand le Soleil deviendra une naine blanche, il aura à peu près le rayon de la Terre, et la densité à l'intérieur du Soleil, ça sera une cuillère à café qui pèse à peu près 1 tonne. Bon, c'est déjà très étrange. Mais ça, c'est ce qui arrive à des étoiles qui ont des masses inférieures à celles du Soleil, ou égales, ou un petit peu supérieures, mais pas beaucoup. Mais qu'est-ce qui arrive à des étoiles qui sont beaucoup plus massives que le Soleil, qui ont 10 fois, par exemple, la masse du Soleil? Eh bien, quand elles arrivent à la fin de leur vie, c'est-à-dire quand elles ont épuisé tout leur combustible nucléaire, elles vont s'effondrer aussi, mais ça va se passer d'une façon bien plus violente que pour la naine blanche. En quelques secondes, elles vont à la fois expulser leur couche extérieure et le cœur de l'étoile va s'effondrer pour donner un noyau de fer, ce qu'on appelle une étoile à neutrons, ou bien, si la masse est un petit peu plus grande, c'est-à-dire plus grande en fait que 3 fois la masse du Soleil, ça va donner non pas une étoile à neutrons, mais un trou noir. Bien, alors, ce que je vous dis va peut-être vous étonner, parce que déjà les étoiles à neutrons sont des astres tout à fait curieux. C'est des astres dont la densité, une étoile à neutrons par exemple, ça fait typiquement quelques 10 km, quelque chose comme ça. Et la densité dans une étoile à neutrons, c'est 1000 milliards de tonnes, non, il ne faut pas que je dise 1814, excusez-moi, il ne faut pas que je me trompe, non, ça fait 1 milliard de tonnes pour une cuillère à café d'étoiles à neutrons. Donc vous voyez que c'est un objet extrêmement curieux, mais c'est un objet qui existe, et on les connaît même, on en connaît des centaines et même des milliers, puisque ce sont ce qu'on appelle les pulsars. Et que les pulsars, qui sont des étoiles, je vais vous montrer d'ailleurs tout de suite une vidéo, ce sont des étoiles à neutrons qui tournent et qui nous envoient des pulses chaque fois qu'elles font un tour, c'est-à-dire 10 fois par seconde, 100 fois par seconde, etc. Donc, les étoiles à neutrons existent bien, et leurs propriétés ne sont pas très différentes de celles d'un trou noir, puisque le trou noir a une masse qui est grosso modo 3 fois plus grande, 2-3 fois plus grande que l'étoile à neutrons, c'est tout, et un rayon qui est à peu près celui, disons, au lieu d'être 10 km, c'est seulement 3 km, ou quelque chose comme ça. Donc il n'y a pas beaucoup de différence entre les étoiles à neutrons et les trous noirs. Bien, alors là je vous montre une vidéo pour vous montrer la formation d'une étoile à neutrons, et celle d'un trou noir, c'est strictement la même chose, sauf que à la fin ça ne va pas donner une étoile, mais ça va... Ah ouais, attendez, je m'excuse, j'avais fait du Wagner là-dessus, je vais peut-être l'amoindrir un peu. Voilà, une géante rouge qui pulse et puis qui explose en supernova, qui disperse sa matière dans l'espace. Vous allez voir ce qu'elle devient, sa matière, ensuite. Et en même temps, le cœur de l'étoile va s'effondrer, et comme il tournait au départ, il se met à tourner, il s'effondre. Là, c'est des noyaux de fer qui sont en train de se rassembler et qui vont aller à touche-touche, on ne peut pas les rassembler plus près les uns des autres,
et vous voyez que l'étoile tourne de plus en plus vite, et comme elle a un champ magnétique, elle donne un faisceau qui va aller nous toucher comme un phare. Vous voyez ici une représentation d'une étoile à neutrons qui pulse, qu'on voit pulser chaque fois que le faisceau du champ magnétique vient nous traverser l'œil. Alors pendant ce temps-là, l'étoile a chassé la matière à l'extérieur de son, au loin, et vous reconnaissez, je suppose, la supernova du crabe, le reste de supernova du crabe, qui s'est épandu dans l'espace et qui maintenant, alors ça c'est pas une image, tout à l'heure c'était une photographie, maintenant c'était pris en rayons X, donc vous voyez qu'il y a au centre quelque chose qui est une étoile à neutrons en train d'envoyer dans l'espace, je ne sais pas, je ne vais pas vous le repasser, en train d'envoyer des ondes dans l'espace, et c'est ça qu'on voit sur cette vidéo. Donc il n'y a pas là du tout, c'est une observation, de même que la nébuleuse du crabe était une observation, tandis que naturellement ce qu'il y avait avant c'était des images d'artistes. Bien, alors il se passe exactement la même chose pour un trou noir, mais sauf qu'au lieu de donner un pulsar à la fin de sa vie, le pulsar va s'effondrer encore un petit peu plus pour donner un trou noir. Bien. Alors, maintenant, pour distinguer une étoile à neutrons d'un trou noir, il faut savoir, il faut être sûr que l'étoile qui est restée a une masse de plus de 3 masses solaires. Je ne vais pas vous expliquer pourquoi est-ce qu'une étoile à neutrons qui a plus de 3 masses solaires va s'effondrer. C'est parce qu'elle n'a plus les noyaux, la pression due aux noyaux qui se touchent n'est plus suffisante pour contrebalancer la gravité et qu'elle s'effondre à son tour. Mais il est clair que pour être sûr qu'on a affaire à des trous noirs, eh bien, il faut pouvoir peser le cœur qui est resté après l'explosion d'une supernova. Et comment est-ce qu'on va le peser? Eh bien, on va le peser lorsqu'il s'agit de quelque chose qui est en étoile, qui est en couple d'étoiles. Parce que quand on a affaire à un couple d'étoiles, eh bien, on peut mesurer la vitesse d'une étoile par rapport à l'autre. En l'occurrence, on va mesurer la vitesse de l'étoile normale qui tourne autour de... Enfin, chacune tourne autour de l'autre, mais on va mesurer, on va étudier la seule qu'on voit, qui est l'étoile dite normale, l'étoile, le trou noir ou l'étoile à neutrons, on ne les voit pas, et les lois de Kepler vont très simplement nous donner une fonction de la masse des deux étoiles, que j'appelle M1 et M2, et tout ça va être pondéré malheureusement par l'inclinaison de l'orbite, le sinus de cette inclinaison, qui est quelque chose qu'on a du mal à déterminer. Donc on va mesurer ça à une imprécision qui est grosso modo le sinus de cette inclinaison, mais qui est en général qui est 0,5, quelque chose comme ça. Donc, on va pouvoir déterminer la masse de chacune des deux composantes parce qu'on a la masse de l'ensemble M1 plus M2, mais on est capable sur une étoile normale de déterminer si elle est géante, si elle est naine, d'après son type spectral, d'après sa luminosité, et on peut connaître sa masse. Donc, on connaît de cette façon la masse de l'autre, celle qu'on ne voit pas, et par conséquent, on a ainsi déterminé la masse de l'étoile qui est au centre, qui est restée, là, qui est une étoile qu'on appelle morte ou une étoile compacte, qui est soit une étoile à neutrons, soit un trou noir. Alors, je veux juste vous dire que comment on fait ces mesures? Eh bien, on les fait grâce à l'effet Doppler. L'effet Doppler, je suppose que beaucoup d'entre vous, vous savez ce que c'est. C'est le fait que lorsqu'on voit un objet qui s'éloigne de nous, comme par exemple c'est le cas ici, eh bien les ondes qu'il émet vont être dilatées par rapport à leur quantité, à leur valeur normale, tandis que quand ils se rapprochent de nous, au contraire, elles vont être contractées. C'est ce qu'on appelle ici, par exemple, lorsque ça s'éloigne de nous, le décalage vers le rouge, puisque des ondes qui ont des petites longueurs d'onde vont se trouver à avoir des plus grandes longueurs d'onde. Et c'est exactement le même phénomène
dans le domaine sonore, quand vous entendez une voiture qui se rapproche de vous en klaxonnant, eh bien, son klaxon est plus aigu quand elle se rapproche de vous et plus grave quand elle s'éloigne de vous. Donc c'est exactement le même phénomène. Bon, alors, les raies spectrales, dans un spectre, il y a des raies spectrales, vont être décalées plus ou moins suivant que le mouvement de l'étoile, il est vers nous ou il s'éloigne de nous. Alors, si on applique ça au mouvement d'une étoile qui tourne, de deux étoiles qui tournent l'une autour de l'autre, ou d'une étoile qui tourne autour d'un centre commun, là, vous voyez que quand l'étoile elle est dans cette direction-là, elle va un peu se rapprocher de nous, donc les ondes vont être contractées, et par contre, quand elle va dans cette direction-là, les ondes vont être dilatées, et finalement, ça va faire quelque chose comme ça, qu'on va pouvoir mesurer, on va pouvoir regarder, mesurer en permanence, suivant le mouvement de l'étoile, la façon dont se déplacent les raies spectrales. Et tout ceci va nous permettre de mesurer la masse des étoiles, des compacts, des étoiles mortes, si vous voulez, dans des couples d'étoiles, et on va s'apercevoir, on va découvrir comme ça à peu près une vingtaine de trous noirs dans la galaxie. Il y en a des millions, peut-être des centaines de millions, mais vous pouvez vous imaginer que c'est un processus très difficile de faire ça, et pour le moment, on n'en connaît qu'une vingtaine. Alors vous voyez ici, sur ce graphique, ici vous avez un objet compact dont la masse a été mesurée, et vous voyez que ici vous en avez un ensemble d'une vingtaine dont la masse, ça c'est les barres d'erreur, est certainement supérieure à la masse limite qui est, en fait, ça devrait 1, 2, c'est ici la masse limite où on est sûr qu'il ne s'agit plus d'une étoile à neutrons, mais il s'agit d'un trou noir. Donc on connaît une vingtaine de trous noirs dans la galaxie. Alors celle-ci, par exemple, Cygnus X1, c'est la première qui a été découverte en 1971. Donc le premier trou noir qui a été découvert. Bien. Alors, maintenant, on peut se poser la question de savoir est-ce que ce sont forcément des trous noirs. Comme je vous l'ai dit, c'est la théorie qui nous dit ça. C'est qu'on sait que lorsque la masse de l'étoile compacte est plus que 3 masses solaires, à ce moment-là, il peut s'agir que d'un trou noir. Alors, on a beaucoup cherché si ça pouvait être des étoiles différentes, des étoiles faites d'une matière qu'on ne connaîtrait pas. Ça pourrait être des étoiles faites d'une matière étrange, mais il faudrait supposer une matière qu'on ne connaît absolument pas. Ça peut même pas être une étoile, ce qu'on appelle une étoile à quark. Elle n'existe pas non plus au-dessus de 3 masses solaires. Donc, on est quasiment sûr théoriquement qu'il s'agit d'une étoile à neutrons, mais en plus, il y a des propriétés tout à fait particulières que les trous noirs présentent et que ne présentent pas les étoiles à neutrons. Et ces propriétés particulières, c'est ce qu'on appelle le jet relativiste. Alors, voici par exemple un trou noir dans la galaxie qui s'appelle SS433, qui est un objet connu aussi depuis au moins 40 ans, et qui présente la particularité suivante. Vous voyez ici des cartes dans le domaine radio, alors en fausse couleur naturellement, qui ont été prises à 2 moments différents, le 4 juillet et le 7 juillet. Et qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez qu'il y a ce qu'on appelle, enfin des sources de radio qui ont l'air de s'être épandues dans l'espace. Et si on calcule la vitesse d'expansion que ça représente, puisqu'on connaît par ailleurs la distance de ces objets, on s'aperçoit que cette vitesse, elle est égale et même supérieure, mais ça c'est pas comme les neutrinos, c'est un effet apparent à la vitesse de la lumière, ce qui signifie que en fait ces petites bulles qui sont du gaz relativiste, du gaz de particules très très rapides, s'éloignent avec la vitesse de la lumière d'un centre ici qui est en fait l'étoile, la fameuse étoile trou noir. Bien, alors,
Maintenant, une autre propriété de ces trous noirs, mais qui ne les distingue pas cette fois-ci des étoiles à neutrons, sauf pour quelques propriétés, c'est que si le couple une étoile morte et une étoile normale est formé d'une étoile existe, la compacte va attirer la matière, puisqu'elle a un très fort champ gravitationnel, elle est très compacte, elle va attirer la matière de l'autre étoile et il va se former ce qu'on appelle un disque d'accrétion, comme ce que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, j'ai encore mis... Voilà ce qui se passe. Vous voyez l'étoile normale qui se vide et dont le gaz va aller dans l'étoile compacte. Ici, vous voyez un disque d'accrétion et le trou noir ici au centre. Et vous voyez une chose... Ah, je me repasse. Vous avez vu une chose qui se produit donc au centre. Je vais recommencer. Donc... Ça marche plus, ça passe plus maintenant. Voilà, alors on ne voit pas le couple parce que c'est pas, normalement on devrait le voir, mais c'est pas très clair. Alors qu'est-ce qui se passe là? Ça n'a pas l'air de marcher. Hein? Revenez en arrière. Oui, mais c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Je suis revenu en arrière. Voyons, je vais encore revenir plus en arrière. Voilà. Comme ça. Voilà. Et là, lancé. Voilà, c'est ça. Vous avez raison, merci. Donc, vous voyez, elle se vide, et vous voyez qui semble jaillir du trou noir, ce jet, hein, qui est une caractéristique, là. Le disque d'accrétion, c'est pas une caractéristique. Une étoile à neutrons aurait ça aussi, mais elle n'aurait pas ce jet. Alors ce jet, on a l'impression qu'il sort du trou noir. Il ne sort pas du trou noir, mais il sort de l'environnement du